Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est juste deux mots d'introduction de la part et au nom du directeur de la recherche et de l'enseignement, Benoît Delétoile, qui ne peut pas être ici avec nous ce soir parce qu'il est en mission, donc avec Manuela Cangiare, qui est ma collègue, et moi je suis Anna Gianotti-Labon, responsable des manifestations scientifiques, et ma collègue est chargée de la recherche et de l'enseignement. Donc un grand bienvenue à vous. Et surtout Anne Leherf, les deux intervenants qui gentiment participent ce soir. Et je vais passer la parole à Anne pour qu'elle présente les intervenants. Donc merci d'être venue. Merci Anne et à vous. Merci Anna, merci Manuela. Et merci à vous tous d'être là ce soir pour cette conférence du cycle Archéologie dans la Cité. Alors quand même un petit mot parce que c'est un partenariat. Nous avons le plaisir ce soir d'être accueillis au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour ce cycle de conférences Archéologie dans la Cité. Mais il y a plusieurs partenaires associés. On tourne selon les lieux et selon les conférences. Donc je voudrais quand même citer mes collègues. Donc c'est un cycle porté par l'université de Cergy Paris Université. Ce soir accueilli par l'un des partenaires, le musée Jacques Chirac, enfin Quai Branly Jacques Chirac, le musée d'archéologie nationale. Nous avons sa directrice avec nous ce soir, qui est un partenaire historique et important de ce cycle. Le musée de l'Homme, qui est représenté ce soir, mais sa directrice ne peut être présente. L'Institut national du patrimoine, qui est également représenté. Et le musée Guimet, qui nous rejoint dans le cadre de ce partenariat, le musée Guimet, où se tiendra la dernière conférence de l'année, le 29 mai. Nous essayons d'en faire 3 par an. Sur une thématique qui a toujours ce lien archéologie, anthropologie et puis la société d'aujourd'hui autour de thématiques que le partenariat choisit et qui nous permet d'aborder différents sujets au fil des conférences. Donc ce soir, un grand merci à nos 2 intervenants, Valérie Delattre, qui travaille donc à l'INRAP, qui est un de nos partenaires institutionnels important et récurrent dans cette archéologie dans la cité, et Frédéric Boursier qui va nous expliquer, médecin, paléopathologue, et qui travaille en collaboration avec les archéologues. On a donc voulu ce soir avoir une conférence, ils vous le diront mieux que moi, sur ce sujet important qui est la question du soin, de la santé, qui est évidemment une question tout à fait d'actualité, tout à fait contemporaine, qui nous concerne tous, qui nous a concernés, qui nous a particulièrement touchés ces dernières années avec la pandémie, et qui renvoie à des questionnements que les historiens ont et que les archéologues ont également, ce qui n'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et donc ce soir, on a pensé au sein du partenariat que c'était important et intéressant de réunir, comme on le fait toujours, quelqu'un qu'on va dire qui est du domaine, dont le domaine premier est celui de l'archéologie, et puis en dialogue avec un ou plusieurs interlocuteurs, ça dépend des conférences, quelqu'un qui vient du monde civil, pardon Frédéric, les archéologues viennent aussi du monde civil, hein, quand même un petit peu, mais voilà, cette rencontre entre des scientifiques véritablement ayant eu leur pratique, depuis toujours, dans le monde de l'archéologie, et puis quelqu'un qui a un autre regard. C'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de croiser les perspectives, de croiser les regards et d'avoir ces regards croisés en lien avec la société et vos préoccupations qui sont également nos préoccupations. Donc on va avoir une présentation en 3 temps, petit teasing, et puis ensuite des questions qui sont évidemment les bienvenues. Vous pourrez les poser à nos 2 intervenants que je remercie pour cette conférence. Alors, je vais aussi remercier tout le monde, remercier Anne pour l'organisation de cette soirée qui va être riche, joyeuse et fructueuse. Et je remercie je fais pas comme il faut. Il faut appuyer, je pense. Il faut peut-être que j'éteigne moi. Est-ce que ça marche? Ça marche. Bon, alors, je remercie Anne pour cette invitation
à organiser cette soirée qui va être nourrie d'échanges joyeux, scientifiques et fructueux. Et merci au musée du Quai Branly qui nous accueille et qui vous reçoit. Alors nous allons vous présenter, Frédéric et moi, une présentation, une proposition autour d'un thème qui nous est cher et sur lequel nous travaillons en collaboration de récente date, parce que nous avons un ami commun très célèbre qui est décédé 5 siècles à peu près avant notre ère et qui a eu le bon goût de se faire enterrer avec faste autour de Troyes, à savoir le prince de Lavaux, qui nous a réunis. Et Frédéric en est le paléopathologue attitré, inséré au sein de l'équipe d'archéologues. C'est pour ça qu'il nous a semblé judicieux de vous montrer comment on peut travailler en bonne harmonie, en interdisciplinarité. C'est toujours le cas. On travaille rarement tout seul dans son coin. On fait appel à toutes les compétences pour essayer de restituer un passé le plus intéressant possible. Et en l'occurrence, un passé qui concerne... Je vais peut-être y arriver... qui concerne les soins et la santé. Alors, c'est une discipline qui est extrêmement intéressante et qui fait écho forcément à toutes nos interrogations contemporaines et qui repose pour partie sur le travail de l'archéoanthropologue. Alors, l'archéoanthropologie, vous le savez sans doute, on a des collègues dans beaucoup de séries télévisées. L'archéoanthropologue, il a 2 composantes. Une composante biologique extrêmement conséquente. Il intervient du terrain jusqu'au laboratoire. Et il a comme matière d'étude la matière osseuse. Et cette matière osseuse, elle permet de restituer une partie infime, mais intéressante, de l'identité du défunt que nous étudions. Avec un squelette, je pourrais savoir quel était votre sexe, quel était votre âge au décès, quelle était votre stature, votre robustesse. Je pourrais connaître quelques pathologies, pour peu qu'elles soient lisibles sur l'os. On est bien d'accord que j'aurai accès à tout ce qui est fracture, arthrose, mais que les varicelles, les rhumes et les migraines nous sont pour le moment encore impossibles à percevoir. Je pourrais aussi avoir accès à tout un tas de petits caractères qui sont présents sur l'os, que l'on cote de façon mathématique, présents ou absents, qui peuvent avoir une origine génétique, ce qui peut être important quand on a 2 squelettes l'un à côté de l'autre et qui présentent ces mêmes petites manifestations, ou qui peuvent être liés à l'environnement. Donc le squelette, à l'évidence, nous renseigne sur tout un tas d'indices qui permettent de restituer une partie de l'identité d'un individu. Et à cela se greffe dorénavant quelque chose qui est absolument fabuleux. On est vraiment à une croisée des chemins grâce à la paléogénétique, à cet invisible qui va nous renseigner de façon assez incroyable, cette paléogénétique, ou pour nous cette archéogénétique. On n'est pas néandertal, on travaille plutôt sur des périodes proto ou historiques. C'est infiniment petit, il va nous permettre d'avoir accès à l'ADN avec toutes les précautions éthiques que vous pouvez imaginer. On travaille dans des domaines qui sont en pleine expansion et qu'il faut gérer avec beaucoup de prudence. Donc on est contraint, et c'est légitime, lorsque nous manipulons, lorsque nous prélevons, lorsque nous faisons des échantillons à des contraintes administratives drastiques. C'est normal. Et non seulement l'ADN nous renseigne sur tout un tas de pathogènes nouveaux, on en reparlera après, et qui ne sont pas lisibles a priori sur le squelette, mais on peut, grâce à des isotopes, alors je pense que vous avez tous en souvenir de vos années de lycée, le tableau de Mendeleïev avec tous les éléments, strontium, soufre, etc. Alors ils nous reviennent en puissance dans nos études. Et par exemple, avec le soufre ou avec le strontium, on peut avoir plein de renseignements sur l'alimentation de ceux qui nous ont précédés, si elle était plutôt carnée, si elle était plutôt dédiée aux poissons. Et avec le strontium, on a accès à la mobilité des gens. On peut évidemment savoir où ils sont morts, puisqu'on travaille sur leur sépulture, mais savoir où ils sont nés peut être extrêmement important, parce que tous ces squelettes ont bu de l'eau dans leur petite enfance, et cette eau provient de massifs géologiques qui ont tous une signature particulière que l'on peut retrouver dans les dents. Alors vous imaginez comment des horizons nouveaux s'amorcent avec la lecture de la mobilité de nos individus, que ce soit des itinéraires singuliers, individuels, ou que ce soit des mouvements de population beaucoup plus conséquents.
depuis peu, alors vous savez, nous les archéologues, les scientifiques, on adore l'entre-soi des colloques, des tables rondes, on adore accumuler des mètres linéaires de rapports de fouilles, mais il n'y a rien de plus passionnant que de restituer au public, à nos contemporains, nos travaux. Et une part de l'archéologie, depuis quelques années, est dite sociétale, c'est-à-dire qu'elle va questionner des grands sujets qui nous sont les nôtres, des grands sujets contemporains, et qu'elle va regarder comment ils pouvaient se répercuter dans le passé, et en effet miroir, elle va éclairer ces questionnements. Vous avez sans doute entendu parler de l'archéologie du genre, ou de l'archéologie des inégalités sociales, de l'archéologie des migrations, de l'archéologie de l'esclavage. Eh bien, cette archéologie des soins, de la santé et du handicap, elle s'inscrit dans cette mouvance que nous documentons tous avec des données récentes, enregistrées avec une méthodologie adoptée, ou des données beaucoup plus anciennes que l'on peut revisiter avec des grilles de lecture nouvelles. Et s'intéresser aux soins et à la santé, c'est quelque chose qui est passionnant parce que ça nous renvoie à notre propre condition. C'est questionner la vulnérabilité et la fragilité des individus du passé, c'est questionner la maladie, la pathologie d'un sujet, mais c'est aussi considérer son groupe d'appartenance et la façon dont ses proches, sa famille, son clan, sa paroisse, ont pu réagir, se comporter face à cette vulnérabilité. Et en fait, on peut construire, avec toutes ces données interprétées, une narration qui nous renvoie à la lecture du lien qui unissait les individus, et ce, au plus lointain que l'on puisse avoir des restes osseux, des restes humains osseux. Et je songe ici à des sépultures qui datent de 100 000 ans avant notre ère. Donc vous imaginez des structures de société qu'on méconnaît, des chasseurs-cueilleurs, des univers beaucoup moins souriants que les nôtres, et où on peut déjà attester, avec le peu de sépultures dont on dispose, d'une bienveillance et d'un altruisme, d'un accompagnement dans la mort, que ce soit un accompagnement par un humain adulte qui accompagne un enfant défaillant dans une tombe double, ou un enfant avec des lésions cérébrales qui est accompagné d'un mobilier archéologique spécifique. Je pense à un enfant inhumé à Cavzay, 100 000 ans avant notre ère, avec des bois de cerf qui ont été déposés sur son torse, le cerf étant un animal classique qui emmène de façon psychopompe les âmes dans l'au-delà de ces communautés. Donc, au plus lointain, on peut documenter ce que d'aucuns, les sociologues, les spécialistes des disability studies appellent le care, que l'on peut appeler aussi la paléocompassion. Et bien évidemment, le questionnement immédiat, c'est comment faisait-on dans le passé avec nous tous, avec nos mots MAUX divers et variés? Est-ce qu'on nous prenait en charge? Est-ce qu'on était réparé, soigné, appareillé? Et quelles étaient les modalités d'inclusion et d'exclusion quand on avait dans son environnement quelqu'un qui était en situation de grande vulnérabilité? Alors, en archéologie, on se sert de tout le mobilier, évidemment. On fait appel à toutes les autres sciences, l'iconographie, la littérature. Et en archéo-anthropologie, c'est-à-dire dans les contextes funéraires, si on veut traiter des soins et de la santé, on a une amplitude dans notre quotidien de l'archéologie qui est assez colossale, que l'on peut faire remonter à l'époque néolithique, il y a 4000, 5000 ans, où on a découvert en France notre plus vieille amputation, c'est-à-dire pas une amputation comme on pouvait la pratiquer auparavant par désarticulation d'un genou ou d'un coude, mais une vraie opération, intervention chirurgicale avec des instruments dédiés, des sachants, des aidants, ces invisibles qui devaient prendre en charge avant l'opération, après l'opération, une convalescence. Donc on a découvert en Seine-et-Marne une réelle opération chirurgicale. Je passe sur les trépanations de la même époque qui sont faites par des véritables neurochirurgiens. Et à l'autre bout de cette vaste échelle chronologique qui nous renseigne sur l'état de santé, je vous ai mis juste un petit exemple d'une maison qui a été récemment fouillée à Vitry-sur-Seine. Et pour le coup, on n'a pas trouvé de squelette, mais on a trouvé tous les restes des objets, de la pharmacopée, des petits animaux, qui étaient ceux d'une maison, dite la maison Bourneville, qui est extrêmement importante dans l'histoire du traitement des enfants différents, parce qu'elle a servi, dans sa méthodologie,
d'inspiration à la méthode Montessori. Donc vous voyez, entre le néolithique où on ampute et où on peut pratiquer des trépanations, et puis la lecture archéologique de quelque chose qui est beaucoup plus récent dans cette archéologie contemporaine, on peut questionner toutes les périodes et tous les territoires avec cette grille de lecture du soin et de la santé, sachant que notre quotidien d'archéoanthropologue, il est tel que je vous le montre. Alors, des squelettes dans leur sépulture, avec ou sans mobilier archéologique, et vous voyez tout de suite, vous saute aux yeux, parce qu'elle est lisible et elle est immédiatement perceptible, la pathologie ou l'accident de vie dont étaient atteints ces individus. Ça, c'est la possibilité pour l'archéoanthropologue d'observer en direct quelque chose qui dysfonctionne. Donc je peux observer, comme vous le voyez, une double amputation des membres inférieurs. Je peux voir des distorsions de colonne vertébrale. Je peux voir, diapositive du centre, vous avez une Gauloise qui a été enterrée avec les membres inférieurs extrêmement rétractés. Donc je me doute qu'il y a quelque chose de bien particulier. Il y a des petits objets en fer que l'on voit au niveau de son crâne qui me donnent des indices d'une fabrication, d'une sorte d'orthèse, d'un corset qui était destiné à soulager sa difficulté et probablement peut-être à la transporter. On voit très bien qu'il y a aussi une sépulture qui reçoit un nain. Alors on dit nain, on ne va pas dire sujet de petite taille carolingien. Le mot nain ne vaut que lorsque on a une intention bienveillante. Lancer de nain est plutôt prohibé, nain carolingien est plutôt accepté par la communauté, par les personnes handicapées elles-mêmes. Et donc, l'archéoanthropologue et le spécialiste de l'archéologie funéraire voit bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, mais ne peut pas apporter un diagnostic rétrospectif, puisque le patient, avec moult guillemets, est décédé il y a des centaines ou des milliers d'années. Et de tout temps, on a fait appel à nos médecins de famille, à nos dentistes qui nous épaulaient, qui nous donnaient une idée d'avoir un diagnostic sur un sujet parce que c'était quelque chose de spectaculaire. Mais en aucun cas, ça n'était un renseignement sur un état de santé d'une communauté, sur l'aspect sanitaire de tel ou tel peuple ou de tel ou tel territoire. Et on faisait souvent dans nos colloques une sorte de Guinness des records de qui avait la plus ancienne polio, qui pouvait attester du plus ancien cas de lèpre. Et en aucun cas, ça n'est intéressant. Tout comme ça n'est pas intéressant d'avoir des personnages célèbres et de dire alors la dame de Vix avait un torticolis congénital, alors la reine Arigonde enterrée à la basilique Saint-Denis avait une poliomyélite. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir documenter la santé, comme on le fait, nous, en passant des visites médicales, en ayant des médecins, en allant voir des spécialistes. Et nous, archéologues du funéraire, on doit faire appel en mutualisant à des spécialistes comme les Frédéric, qui est médecin hospitalier et qui est aussi paléopathologue. Et nous travaillons ensemble dans une collaboration. Soit nous lui apportons des squelettes dont on se doute qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, soit comme il le fait, avec un intérêt accru sur des populations, il s'occupe de tous les squelettes d'un groupe mis au jour pour restituer, avec son savoir qui n'est pas le mien, l'état de santé de ces individus. Et je vais lui passer la parole. Tu veux te prendre ma place ? Non, ça va. Tu me passeras les diapositives, je te remercie. Bien, bonjour. Donc, le mot paléopathologie est lancé. Et je vais essayer d'expliquer et de vous montrer ce que je fais, comment je le fais, pourquoi je le fais. Alors, il faut toujours commencer par une définition. Celle que j'ai choisie et celle qui est la plus communément retenue, elle date de 1910 par un médecin franco-britannique qui était Ruffer et qui le décrivait comme la science des maladies dont l'existence peut être démontrée sur des restes humains ou animaux des périodes anciennes. C'est donc pas une science des maladies anciennes. Hein. On travaille sur des maladies qu'on connaît aujourd'hui, qu'on sait diagnostiquer et qu'on va rechercher sur des populations anciennes. Le mot même de paléopathologie, c'est un néologisme. Il a été inventé en 1892 par un médecin militaire américain pour décrire l'activité qu'il avait, comme moi-même je fais, sur des populations anciennes. Quand on remonte l'histoire, c'est presque 250 ans maintenant d'ancienneté sur la paléopathologie. Les premières publications scientifiques datent de 1778 sur des fémurs d'ours des cavernes qui étaient fracturés.
Donc vous voyez, s'accumule durant toute cette période un savoir, une compétence qui a évolué, qui a changé, pour lequel il y a eu des désaccords, des renouveaux. Et aujourd'hui, on a tendance classiquement à la diviser en 4 parties. L'ostéoarchéologie, celle qui est vraiment sur l'os, hein, c'est ma spécialité, c'est ce qui m'intéresse, c'est celle je vais surtout vous parler, je peux vous parler du reste. L'iconodiagnostic, qui est plutôt à la mode en France, qui est de rechercher des pathologies sur des œuvres d'art à travers des tableaux, des statues, des choses de ce genre. La paléopathologie organique sur les momies. On rêve tous d'en faire, mais clairement il n'y a pas assez de momies pour tout le monde. Donc il y en a qui ont de la chance. Ceux qui trouvent une momie, ils font un musée autour de la momie, ils se la gardent. Et puis la paléogénétique, Valérie reviendra dessus un petit peu, c'est très à la mode, ça apporte énormément de choses. On a eu le prix Nobel de médecine avec Svante Pabo en Allemagne qui a travaillé sur l'ADN de Néandertal, mais il y a aussi tout le travail d'ADN qui est fait sur les bactéries et qui permet de voir comment, en recherchant cette fois non plus les signes sur l'os, mais la trace ADN de la bactérie, comment elle a diffusé, elle a évolué, elle s'est transformée. Alors, le terme que j'ai mis en avant, c'est pour l'oublier aussitôt. Hein. L'archéologie des maladies, c'est un vieux terme. Il vient d'un livre anglais de paléopathologie des années 80. Et il m'a semblé intéressant d'en parler un moment, puisque ça correspond à une histoire de la paléopathologie où il y a eu une opposition entre les médecins et l'histoire de la médecine, et puis de l'autre côté, les archéo-anthropologues avec des compétences qui leur étaient propres, une certaine opposition en disant c'est qui a le droit de faire le diagnostic. Je pense que aujourd'hui c'est fini. Le socle de connaissances s'est diffusé à travers des formations, et qu'on soit jeune médecin, des fois jeune dentiste, jeune archéologue, on a accès à une formation et on a des compétences qui à la fin vont être très proches les uns des autres. Et donc on va pouvoir faire de la paléopathologie. Alors c'est quoi faire de la paléopathologie? Déjà avant, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est pas de soigner. Hein. Pour le coup, ils sont morts et ça, c'est fini. Donc, on n'a pas besoin forcément d'un médecin pour faire ça. Faire de la paléopathologie, c'est rechercher des éléments sanitaires sur des squelettes anciens qui vont pouvoir nous éclairer sur le fonctionnement et l'organisation de ces sociétés. Ces individus appartenaient à des sociétés qui ont disparu. Ils avaient au sein de ces sociétés une place particulière et donc ils subissaient des risques tout à fait particuliers, des risques sanitaires, des risques physiques, et c'est ça qu'on va essayer de rechercher et mettre en avant. Alors, le matériel, je vous ai dit, pour moi c'est l'os. On est sur un individu décédé, squelettisé. Cet individu, il a eu sa vie. Il a traversé un certain nombre d'événements et ces événements ont pu laisser des traces sur les os et c'est ces traces-là qu'on va aller identifier. Comment on les identifie? On les identifie à travers un corpus de connaissances, comme je vous ai dit, qui s'est étoffé depuis plus de 250 ans, avec des ouvrages, avec des périodiques, avec une formation qui se passe de maître à élève, comme on le fait en médecine, et qui va nous permettre d'acquérir une compétence, souvent une reconnaissance à l'œil de ces lésions. Alors, pour pouvoir faire ces diagnostics, il y a un élément que je vais vous parler, on va revenir dessus, que l'on doit à un paléopathologiste que j'apprécie énormément, qui est décédé, qui était franco-serbe, qui est Mirko Gremek, et qui a inventé, créé, proposé une notion qui est la pathocénose, c'est-à-dire l'ensemble des pathologies qu'un individu subit au sein de la société dans laquelle il vit. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans cette salle entre nous et on s'échange un certain nombre de germes, on s'échange un certain nombre de risques. Celui de se faire écraser par un bus est propre à nos générations. Hein. À l'époque néolithique, ça n'arrivait pas. C'est des choses qui nous sont spécifiques. C'est ça la pathocénose. Et quand on va poser un diagnostic, fort de ce socle de connaissances, il va falloir avoir en tête quel était le risque tel qu'on le connaît, tel qu'il a
pu être identifié des fois insuffisamment cette population et cet individu qu'on examine. Alors, je vais essayer de vous éclairer ça un petit peu à travers l'un des grands cadres nosologiques, pour faire un petit peu de mise en lumière ensemble de la paléopathologie. Je vais m'intéresser à quelques grands cadres nosologiques, c'est-à-dire des groupes de maladies homogènes qui correspondent à quelque chose qui intéresse et qu'on peut regrouper. Dedans, on va commencer par les infections. Et j'ai organisé les infections sous 2 types avec une sorte de fresque chronologique. Celle qui est la plus noble en paléopathologie, je ne sais pas si le mot est joli, c'est la tuberculose. Mirko Grmek parlait de grande tueuse. Elle accompagne, à notre connaissance, l'homme depuis au moins 9000 ans. Elle semble être apparue au moment où on a commencé l'élevage, et donc cette relation forte avec les animaux. Même si les choses sont en train de changer aujourd'hui, on se demande si ce n'est pas l'homme qui aurait contaminé les animaux, mais allons pas trop loin pour cette première séance. Et elle va se diffuser avec le néolithique et avec l'élevage partout dans le monde, et elle va arriver en Europe, en France. Et donc on la retrouve sur nos squelettes hexagonaux dès la période néolithique, et elle évolue. Et là, je vous ai montré plusieurs cas. On commence à la période gauloise, avec 2 individus. La petite vertèbre cervicale, c'est un abcès sur un enfant de 5 ans. Le fémur, c'est une tuberculose de hanche chez un adolescent. On est à la période gauloise. C'est 2 individus qui ont été enterrés tous les 2 dans des silos dans le Val d'Oise, qui n'est pas un mode habituel d'enterrement, mais qui n'est pas rare pour cette période-là. On va continuer l'évolution, on va arriver à la période médiévale, on est au Haut Moyen-Âge, période mérovingienne, on est dans la ville de Bourges, beaucoup de construction, des ouvriers qui viennent pour construire les premières églises et un cimetière à l'extérieur de la ville, beaucoup d'individus touchés, et là on voit une côte qui a été grignotée par la tuberculose. Et on va continuer jusqu'à l'époque moderne. On est dans une chapelle d'hospice à Argentan, en Normandie, et on a une lésion, une destruction du coude avec une tuberculose du coude. Cette 3e photo est assez intéressante parce qu'il y a un diagnostic différentiel. Une autre pathologie pourrait donner une destruction du coude comme ça. C'est la variole. La variole entraîne des destructions du coude et généralement ensuite sont plutôt une forme cicatrisée de la maladie. Alors, comment faire la différence entre les deux ? La variole, ça touche plutôt les 2 coudes de manière symétrique. Quand il n'y a qu'un seul coude, c'est un peu moins fréquent. Et puis, à Argentan, en fait, il y avait 140 individus à peu près enterrés là. Il y avait quand même beaucoup de tuberculose et il n'y avait pas du tout de cas de variole. Donc, d'une manière probabiliste, la tuberculose est quand même beaucoup plus fréquente. Et je vous présente une autre pathologie juste en dessous. Et puis, ma frise, elle est bien vide. Elle est bien vide. Il n'y a que Argentan où j'ai un cas. C'est un tibia, c'est de la syphilis, c'est une syphilis tertiaire. Et pour parler un petit peu de pathocénose, la syphilis, aujourd'hui, ce qui nous est expliqué, c'est qu'elle arrive avec les bateaux de Christophe Colomb en retour d'Amérique. Elle arrive en Espagne, elle est diffusée par les Aragonais qui tiennent Naples, dans le sud de l'Italie, et ça devient le mal de Naples, et Charles VIII, qui va faire ses guerres d'Italie, ramène et diffuse grâce à ses armées de mercenaires partout en Europe, ce qui devient le mal des Français. Et donc, il n'y a pas de pathologie de syphilis avant cette période-là. Et donc, on ne peut pas faire le diagnostic. En science, il y a des paradigmes, on se met d'accord sur une donnée. Et puis, cette donnée, on la tient jusqu'au jour où on peut démontrer qu'en fait, on s'est trompé. Et pour pouvoir démontrer qu'on s'est trompé, il faut des preuves très très fortes. Une simple photo n'est pas suffisant. Il faut avoir des lésions, il faut avoir le scanner, il faut avoir donc le microscopie, il faut avoir l'ADN, et puis il faut avoir aussi le carbone 14 de l'individu qui montre bien qu'il était
bien avant ça. Alors il y a bien quelques chercheurs qui ont proposé des syphilis datant d'avant le retour de Christophe Colomb. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à convaincre. Un petit peu plus en France, parce qu'on voit quand même qu'il se passe quelque chose sur notre territoire et qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait la syphilis qui existait avant. Mais alors je peux vous dire que les Américains, ils ne veulent pas en entendre parler. Du tout. On va passer à un autre cadre nosologique extrêmement intéressant qui apporte beaucoup d'informations sur le fonctionnement des sociétés, c'est la traumatologie. Et on va aller se balader à un moment où on en retrouve régulièrement, c'est au Haut Moyen-Âge, à l'époque mérovingienne. On va être en Île-de-France, dans le Val d'Oise, du côté de Bonneuil en France, où on a un individu qui est très intéressant à présenter pour expliquer, puisqu'il associe deux types de lésions. Il associe des lésions qu'on dit antémortem, donc qui ont eu lieu du vivant de l'individu, et qui se sont cicatrisées. Et donc quand l'individu décède, on a une lésion cicatrisée. Et il y a les lésions périmortem, celles qui n'ont pas cicatrisé et qui sont proches du décès. Alors il va falloir, en tant que paléopathologiste, qu'on élimine dans ces lésions périmortem celles qui ont pu avoir lieu juste après le décès, puisque l'os, il est frais, et puis il va le rester, il ne va pas devenir sec dans l'heure du décès de l'individu. Ça va continuer quelques mois, et suivant les conditions, on peut aller même un petit peu plus loin. L'un des cas célèbres qu'on a, c'est la grande armée napoléonienne à Vilnius, qui est décédée et qui a été retrouvée dans des charniers. Il y avait énormément de fractures. Les paléopathologistes ont pu montrer que ces fractures n'étaient pas liées au combat, mais en fait, les corps gelés avaient été jetés du haut de la fosse et s'étaient cassés. Et on avait des fractures qui étaient des fractures vraiment post-mortem. Et puis, il y a les fractures qu'on dit taphonomiques qui arrivent beaucoup plus tard sur de l'os sec et qui sont liés à l'effondrement de la tombe, à la manipulation post-mortem, et là qui donnent des aspects vraiment différents. Alors notre petit individu, il a 20 ans, à peu près, une vingtaine d'années. On est sur le 7e, 8e siècle. Il est dans un cimetière et tout de suite on va commencer par son fémur, qu'on a fait une jolie radio à l'hôpital de Gonesse, où on voit qu'il avait une fracture du fémur, avec une cicatrisation complète. Et quand on voit cette radio de face, on voit qu'il y a eu un réalignement parfait. Il a eu le droit à un soin, il a été immobilisé de manière parfaite. Et même s'il garde un raccourcissement, et on le voit sur la radio de profil, où il avait une jambe un peu plus courte que l'autre, le fait d'avoir été réaligné comme ça, on sait que ça a bien limité son handicap. Cette fracture était guérie de longue date au moment où il est décédé, mais par contre on retrouve un ensemble de lésions, elles, qui sont périmortem, avec des traces et des traces d'armes blanches. Un ensemble déjà de 3 lésions sur le bras droit. On voit les doigts, il y en a 3 qui ont été coupés, qui ont disparu, ils ne sont plus dans la tombe. On a ensuite une entaille au niveau des 2 os de l'avant-bras. Cette entaille a entraîné dans la suite la cassure et la fracture de ces 2 os. Donc on a un objet qui est à la fois tranchant et à la fois tranchant contendant. Donc à la fois capable de couper mais suffisamment lourd pour casser l'os sous-jacent. Et puis un petit peu plus haut, quand on remonte sur l'humérus, on voit cette entaille d'un objet tranchant qui est venu s'impacter. Ces 3 lésions sur le bras parlent aux médecins et aux médecins légistes que je suis. On parle beaucoup de fractures de parage. Quand vous êtes attaqué avec une lame, vous avez tendance, si vous n'avez rien, à mettre votre bras en avant, vos mains, et on retrouve ces 3 lésions. Clairement, ça n'a pas suffi, puisque ensuite on retrouve une entaille de grande taille qui fracture entièrement le crâne et qui, au moment du retrait de la lame, entraîne un arrachement d'une plaque osseuse. Bon, ça c'est clair, c'est une lésion létale, il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine. On aurait pu imaginer que ça s'arrête là, mais on a les vertèbres qui sont sectionnées et avec une direction, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous expliquer ça, mais la lame continue et va impacter la partie postérieure de la mandibule. Et donc on est sur une décapitation. Donc là, je vous décris 7, 8 entailles, mais je vous ai déjà reconstitué une histoire, un scénario qui est le plus probable.
et qui correspond à une agression avec un mécanisme de tentative de défense, un décès et une volonté de mutilation du corps. Mais je ne peux pas aller plus loin. On est sur un cas unique. Ça vaut le coup après, et j'ai des collègues qui le font, d'aller étudier tous les ensembles mérovingiens d'Île-de-France pour voir quelle est la prévalence de ce type, c'est-à-dire quelle est la fréquence de ce type de lésion, pour voir quel est le risque. Est-ce que là c'est un jeune homme? Est-ce qu'il y a des âges, des périodes? Alors je vais vous présenter un autre cas qui lui, tout en étant unique, nous apporte beaucoup d'informations. On est sur la période encore mérovingienne, on est à Vix, dans les Yvelines. C'est une grande nécropole qui est étudiée et fouillée depuis les années 70. Et puis cette photo, elle est intéressante où vous voyez le squelette, vous voyez l'état dans lequel on le découvre. Tout à l'heure, Valérie vous a montré des très beaux squelettes. La réalité du terrain est souvent, on travaille sur des restes squelettiques qui sont très altérés. Toujours sur un individu jeune, a priori masculin. Et on peut voir sur la photo, ses pieds, ils ont été placés entre ses genoux. Et ça, c'est pas anatomique du tout. Il s'est passé quelque chose. C'est pas la première fois qu'on a un mérovingien avec les pieds entre les genoux. On a déjà un collègue de l'INRAP qui en avait identifié un dans le Haut-Rhin, ou Bas-Rhin, excusez-moi, il y a quelques années. Celui-là, il est intéressant parce que les traces qui ont abouti à mettre ses pieds entre les genoux sont encore lisibles. Et en fait, on a 3, peut-être 4 lésions. Il y en a une sur le pied que vous voyez au milieu, où on voit les orteils où ils ont été complètement coupés, arrachés. Et d'ailleurs, il nous manque les orteils, ils ne sont pas dans la sépulture. Et puis ensuite, 2 coupes. Une au niveau de la cheville droite, une autre au niveau de la cheville gauche, et qui associent des lésions de coupure avec des lésions de fracture. Donc on voit un objet coupant contendant, une épée très très lourde. Alors, on n'en a pas beaucoup à cette époque-là. Des haches, on en a beaucoup plus, et ça pourrait correspondre à ça. Et donc une analyse va se poser. On est sur une période où on a des codex, où on a des chroniqueurs qui racontent une société où il y a des peines judiciaires. Et quand vous vous écartez un petit peu de la loi, on va vous couper une oreille, on va couper un nez, un pied. Les chroniqueurs nous expliquent que ça se fait par centaines. Les archéologues n'en trouvent pas beaucoup. Donc on a commencé à se dire il doit y avoir un problème. Soit les chroniqueurs ils ont un peu exagéré, soit les corps on a été les jeter ailleurs parce qu'on ne les a pas mis au cimetière, ce qui est vrai à partir du Xe siècle, mais avant on n'a pas de notion. Et là en fait, qu'est-ce qu'on a? On a un individu dont on arrive à reconstituer la manière dont les pieds ont été coupés, dont la manière dont les orteils ont sauté nécessite que le pied ait une position particulière en flexion. Et là, pour être en flexion, il faut être vivant. Et comme on a une certaine forme de flexion-rotation, on peut presque imaginer, si on va un peu plus loin, un mouvement de retrait du pied. Parce que si l'individu est en flexion, on peut imaginer, et donc vivant, on peut imaginer qu'il ne se soit pas forcément laissé faire. Mais l'intentionnalité de l'auteur, c'était de trancher les pieds et de les placer dans la tombe. On le sait parce qu'il l'a fait et parce que ça avait déjà été fait. Donc il y a la mise en place à la fois d'une intentionnalité, de quelque chose qui est ritualisé et organisé, et le fait de couper juste quelques orteils était clairement insuffisant. La manière dont le pied est coupé impose, et alors je ne vais pas vous refaire le montage ici, et impose que l'individu était en position allongée. Donc on n'est pas dans une démarche d'accident ou de combat, on était en position allongée, très probablement sur une surface dure. Sinon, on ne serait pas coupé de cette manière. Alors, ensuite, un dernier cadre, c'est les carences. Les carences alimentaires, ça accompagnait l'être humain, la capacité à pouvoir se nourrir. Et donc, on a un certain nombre de carences, de stress, qui laissent des traces au niveau de l'os. Actuellement, c'est en grande discussion. Il y a beaucoup de questions qui se posent, parce qu'il y a une certaine antinomie. À la fois, être en carence, ça va être un signe de fragilité, mais en même temps, pour que la carence ait le temps de marquer l'os et que ça reste sur l'os, c'est que l'individu a quand même survécu. Et donc, à la fois, ça apporte une indication sur la fragilité, mais aussi sur la résistance de ces individus. Donc ça pose vraiment une question de comment on classe ces individus.
Certaines de ces carences sont bien connues, le rachitisme, hein, vous voyez ces os déformés, voilà. Et puis d'autres sont beaucoup plus tenues et sont beaucoup plus difficiles d'analyse parce que ce sont des petites porosités, des petits trous au niveau des os qui désignent le scorbut et puis certains types qu'on rentre dans la grande famille des anémies en anthropologie, qui n'est pas la même famille que l'anémie en médecine, hein. On ne parle pas des mêmes anémies, mais en fait, on parle en fait d'individus qui ont subi une carence à un moment donné. Travailler sur un seul individu, c'est difficile en carence. Dans une société d'abondance, on peut avoir des gens qui sont carencés. Il n'y a qu'à regarder notre société actuelle. On a des individus carencés. Et donc là, il va falloir qu'on travaille non pas sur l'individu, mais sur des groupes d'individus. Et pour ça, je vais vous montrer un travail que j'ai eu la chance de réaliser avec une équipe de l'INRAP, on peut changer, en Normandie, à Jor. Alors, on va aller un peu plus loin, hein, on va aller à l'époque de la guerre des Gaules, ou juste après la fin de la guerre des Gaules, ce que les spécialistes appellent l'Athènes 2B. Et on a une petite ville qui était déjà habitée à l'époque, qui est Jor. Et dans cette petite ville, on décide de construire un petit parc avec 4 maisons. Et l'archéologie préventive, obligatoire en France, nous permet de découvrir une nécropole, et une nécropole gauloise avec tout le matériel gaulois, mais une nécropole particulière parce qu'une nécropole quasiment que d'enfants. Alors, c'est long, hein, 4 maisons, ça s'étale dans le temps. Donc, les premières fouilles en 2011, les dernières fouilles l'année dernière. Les résultats que je vous représente, c'est sur 3 des 4 lots. Le 4e a été fouillé. L'étude, je vais la réaliser cet hiver. Mais j'ai déjà les premiers résultats, ils vont dans le sens des anciens résultats. Donc, il n'y aura pas de grande surprise. On est dans la continuité. C'est 107 individus et 95 enfants. Et plus de 50% de ces enfants ont moins de 5 ans. C'est inhabituel, hein. Les Gaulois, ils ne faisaient pas des nécropoles que d'enfants. Donc là, il se passe quelque chose. On s'est dit, s'il y a une surreprésentation, il faut aller voir la maladie. Et on a été regarder et on a retrouvé ces lésions anormales de porosité et d'apposition périostée. Et il y a plus de 35% de ces enfants qui les ont, avec des localisations spécifiques au niveau du crâne, au niveau de la face, au niveau de la base du crâne, que l'on retrouve dans la littérature, dans la carence. Alors, derrière, ces lésions, elles sont particulièrement importantes, hein. C'est genre les photos que je garde pour les étudiants. Là, je vous en montre quelques-unes. Quand on parle de porosité dans les articles, c'est rare qu'on ait des atteintes aussi importantes que les 4 photos que je vous montre, hein. C'était du solide. La littérature nous apporte une petite réponse, hein. On a un article de 2012 sur une fouille qui a été faite en Irlande dans un contexte qui était parfaitement connu, qui est la grande famille irlandaise. Une workhouse, c'était une sorte d'orphelinat où on récupérait les enfants dont les parents étaient morts de la famine. Et il y a les archives et on sait qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger dans cette institution, ni en termes de quantité, ni en termes de qualité. Et il y a eu énormément de décès, et ils ont enterré les décès derrière les cabanes. Et donc, 150 ans après, les archéologues ont pu faire les fouilles, et ils ont pu décrire le profil paléopathologique de ces individus irlandais, et ils sont extrêmement proches de mes petits Gaulois. Et donc, l'association à la fois d'une surreprésentation d'immatures, de lésions pathologiques, de carence, et d'un profil de référence irlandais nous a permis de proposer un épisode de malnutrition qui correspond à ce que les sources historiques de l'époque, alors elles ne sont pas forcément très fiables parce que c'est Jules César, mais quand même Jules César, il se plaint dans cette région-là de ne pas réussir à trouver de l'alimentation pour ses légions. Et ça entraîne des problèmes importants pour lui. On peut s'imaginer que si le légionnaire romain à cette époque-là avait pas beaucoup à manger, notre petit Gaulois, il devait en avoir encore moins. Et effectivement, on arrive à avoir un éclairage sur la manière dont la colonisation de la Gaule et l'acculturation qu'il va y avoir dans les années qui vont suivre, les 50 années qui vont suivre, s'installe.
Et ça va rentrer en résonance avec un certain nombre de travaux d'autres collègues archéologues, certains des botanistes qui travaillent sur le bois et qui se rendent compte qu'à cette époque-là, il va y avoir des sécheresses, il va y avoir probablement des difficultés à la production alimentaire dans ces régions-là. Et aussi avec des archéologues qui travaillent sur le militaria et qui vont voir la présence de petits clous de chaussures de soldats romains beaucoup plus présents sur ces sites de l'ouest de la Gaule durant ces périodes-là. Le tout commence à permettre à dessiner une organisation sociale de la Gaule à ce moment-là. Je te laisse la parole. Merci Frédéric. Moi je vais terminer sur un petit focus particulier parce que je pense que vous êtes tous nostalgiques de cette grande période du Covid qui nous a habités pendant quelques années. Et je vais vous parler d'un travail spécifique qui se réalise sur la peste, un virus, un autre virus, et qui concerne, encore une fois, plusieurs instituts, alors en l'occurrence assez prestigieux, parce qu'on travaille avec l'Université de Harvard et avec l'Institut Max Planck, dont a parlé Frédéric, et qui travaille sur, qui accueille les meilleurs spécialistes de la paléo et de l'archéogénétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment d'identifier des sujets morts de la peste, mais c'est surtout dans ce dézoomage que l'on peut faire en considérant les sociétés, comme vient de le faire Frédéric pour l'époque gauloise, de considérer comment les populations réagissaient face à l'un d'entre eux lorsqu'il était atteint de la peste et comment on gérait non seulement son moment de vie pendant qu'il était malade et très vite son décès. Alors ce travail, on le conduit au sein de l'INRAP avec des protocoles de prélèvement. Je souhaitais absolument vous parler de ces prélèvements, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant et qui est nécessairement soumis à une administration et à des processus juridiques redoutables. C'est normal, on travaille sur des restes humains. On ne va pas faire ici le long travail de restitution de comment on travaille sur les restes humains, comment on stocke les restes humains, comment on expose les restes humains et comment on prélève les restes humains. Tout cela est extrêmement encadré et il faut savoir qu'on prélève pour avoir accès à l'ADN et aux éventuels pathogènes. Alors, en l'occurrence, la peste, mais on peut travailler aussi sur la variole ou sur la malaria. On fait des prélèvements qui se situent sur les dents, dans la dentine et dans la chambre pulpaire, et sur les pétreux. Les pétreux, c'est les petits os qu'on a au niveau des oreilles. Problème d'éthique, on n'en a que 2 par squelette. Donc, si chaque spécialiste, chaque scientifique s'approprie le pétreux d'un sujet qu'il suppose être atteint d'une pathologie, on oblitère probablement les études à suivre. Heureusement, les avancées technologiques sont telles que, par exemple, sur les 2 années de ce programme de prélèvement, on arrive à avoir des prélèvements qui sont microscopiques avec des microforeuses dans les pétreux. C'est-à-dire que nos premiers échantillons, on a été prélevés des prémolaires et des pétreux. Et sur les derniers prélèvements en cours, eh bien, on a notre collègue spécialiste qui vient avec une microforeuse et qui arrive à prélever de la poudre d'ossement. Donc on est vraiment dans des révolutions technologiques qui vont nous soulager en termes de scrupules que l'on peut avoir à prélever certains squelettes. Alors, la peste, si je vous dis peste, vous pensez probablement au XIVe siècle, forcément. Et les sépultures dans lesquelles on trouve les pestiférés du XIVe siècle, elles sont très souvent identifiables. C'est comme si on avait un indicateur qui nous disait « attention peste », puisque dans des contextes chrétiens où, même si les communautés s'affranchissent beaucoup des préconisations liturgiques qui veulent un corps pour une sépulture ou pour un sarcophage, nous avons des sépultures typiques dites de catastrophe, où on va enterrer des dizaines, parfois des centaines de corps, entassés les uns sur les autres, au détriment des règles liturgiques en vigueur. Parfois, elles sont entremêlées de lits de chaux qui servent à accélérer la décomposition. Donc ça, c'est le grand classique, comme je vous montre ici à Issoudun, de la trace lisible pour les archéologues du funéraire des affres et des conséquences de la peste en contexte urbain. Mais moi, je vais vous parler d'une peste un petit peu plus ancienne qu'on appelle la peste justinienne, parce que les chroniqueurs nous disent que l'empereur Justinien en avait réchappé.
ce qui est fort peu probable parce que c'est quand même une maladie qui se déclare très vite et qui, d'après les spécialistes, je parle sous ta tutelle, décime quelqu'un en quelques jours à peine après avoir vu une éruption de boutons, des fièvres, du pus, etc., etc. Donc cette fièvre, cette peste, elle vient de Chine, sans pangolin, mais elle vient de Chine. Et elle traverse le monde, elle arrive à Constantinople, elle va sillonner tous les pays, le Maghreb, l'Égypte, et elle va remonter en France par Marseille, remonter tous les axes de circulation terrestre et les fleuves, pour se répandre sur la France. Sauf qu'en France, c'est une grande inconnue pour les spécialistes de la peste, parce que les rares prélèvements que l'on a pu faire sur des squelettes entre le 6e et le 8e siècle, se trouve à Tours et à Lunel-Viel dans le Midi. Par ailleurs, les chroniqueurs, le plus important étant Grégoire de Tours, nous racontent avec l'exagération habituelle des chroniqueurs que les gens mouraient par centaines, par dizaines, et que les riches aristocrates partaient à la campagne pour fuir les effluves de cette pandémie, sauf qu'archéologiquement, on ne retrouve pas de signes lisibles, de modalités particulières qui pourraient être les réponses à une gestion de crise, de surmortalité. Alors, la peste circule par les bateaux grâce au petit rat, à ses puces et à ses poux. La cartographie mondiale qui a été faite notamment à l'université de Harvard, où ils ont des spécialistes et des postdoctorants qui sont spécialisés dans cette diffusion, nous parle de vagues, nous parle de variants. On a une grande connaissance à travers le monde, à travers l'iconographie. On a aussi des stèles funéraires sur lesquelles on indique qu'un tel est mort de la peste. On a Saint-Jean-d'Éphèse, on a plein de gens qui racontent la peste. Quelques cas en Angleterre, 1 ou 2 cas en Bavière et un grand no man's land en France parce qu'on n'a pas fait les études. Sauf qu'à l'inverse de la peste du XIVe, imaginez les campagnes du Haut Moyen-Âge, nos cimetières, pas que les cimetières, parce que comme tu l'as dit, il y a une gestion un petit peu particulière des défunts qui peuvent être ailleurs que dans les cimetières, le long des chemins, dans des tranchées de récupération de fondations de murs, etc. Et on n'a rien qui nous indique que la peste avait pu faire des ravages à cette époque-là. Alors, je vous conseille de lire l'ouvrage de Kyle Harper, que je vous ai présenté, qui est un ouvrage remarquable parce qu'il nous explique, historien qu'il est, absolument pas archéologue, comment il conçoit la chute de l'Empire romain. Et pour lui, la chute de l'Empire romain, elle est pour partie liée à cette peste, virus, à des complexités d'ordre migratoire et à un grand changement climatique. Alors, je ne vais pas faire de résonance avec notre temps présent, mais souvent l'histoire est cruelle et à défaut d'être un cours magistral, elle peut un petit peu éclairer notre présent et nos comportements. Et Kyle Harper, historien, se trouve en butte à la communauté scientifique qui lui dit très bien, mais en France, vous indiquez qu'il y a une surmortalité, que la peste a ravagé la France, mais on n'a pas d'exemple. Comment peut-on, quand on fait de l'archéologie funéraire, identifier des squelettes? On ne peut pas envoyer tous nos collections ostéologiques dans les laboratoires. On est encore avec des coûts importants. Et donc, pour essayer de ou donner raison à Kyle Harper ou d'infirmer totalement ses propositions et de pouvoir essayer de relater les modalités de diffusion de la peste justinienne en France, eh bien, comme au sein de l'IMRAP, on fouille des milliers de squelettes par an et qu'on a forcément des séquences chronologiques qui répondent à cette possibilité, eh bien, on a essayé de trouver méthodologie, des grilles de lecture. Et là aussi, on essaye d'identifier des défunts susceptibles d'être morts de la peste, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer, alors c'est difficile, on ne peut pas se mettre à la place de nos ancêtres, comment des populations rurales ont-elles pu, voyant revenir l'un d'entre eux du marché ou du port, avec une maladie assez spectaculaire et qui tuait assez rapidement. Et donc nous, là, on passe donc du spécialiste, on retourne à l'archéologie. Il nous a fallu élaborer une grille de lecture et reconsidérer nos défunts et envisager des soins et une attention particulière. Et on a donc élaboré et recherché ceux qui potentiellement avaient été inhumés de façon atypique. On s'est mis
à la place, si tant est que ce soit possible, de leurs contemporains, qui les ont vus mourir très vite avec des signes très suspects, et qui probablement leur ont appliqué des modalités d'inhumation atypiques. Là aussi, on est dans le soin et la santé défaillante. Et pour le coup, c'est un travail qui est en cours, qui nous a permis de recruter parmi toutes nos collections ostéologiques ceux qui, certes dans un horizon chrétien avec des préconisations bien particulières, avaient bénéficié d'une inhumation, soit dans la récupération différée d'un four, d'un silo à grains, soit qu'ils avaient été enterrés le long d'un chemin, dans une tranchée de récupération d'une villa gaulo-romaine dont on avait récupéré les murs et les pierres, et surtout ceux qui bénéficiaient d'un agencement particulier, si tant est que la norme, c'est enterrer sur le dos les membres supérieurs et inférieurs en extension, et bien tous ceux qui étaient en position ventrale, rétractée, fléchie, ont été sélectionnés. Et peut-être va-t-on, en ayant envoyé tous ces échantillons à Leipzig, à l'Institut Max Planck, résoudre enfin ce problème de la diffusion de la peste. Et les premiers échantillons donc, ont été envoyés l'année dernière. Et nous avons des premiers résultats qui laissent à penser que la diffusion de la peste avait été bien conséquente en France et que nous allons avoir une répartition territoriale assez conséquente. Donc un travail tout à fait intéressant. Et ce qui est doublement intéressant, c'est certes, on va être content de mettre des petits points sur une cartographie, dézoomer sur l'Europe, etc. Mais nous, dans le cadre de notre archéologie des soins et de la santé, eh bien, ça va nous inviter à travailler sur les comportements, sur la relégation, sur l'inclusion, sur l'exclusion. Alors là, pour le coup, pas de handicap durable, avec une vie diminuée et prise en charge, mais sur quelque chose de ponctuel. Comment on fait quand on a quelqu'un qui est malade, le soigner, sans doute, et l'enterrer de façon un petit peu atypique parce qu'il ne répond plus aux normes standards d'un défunt comme il faut, je dirais. Et voilà, c'était un petit clin d'œil pour faire référence à notre façon, nous, que nous avons eu dans notre gestion du Covid, de gérer les vulnérables, de gérer les anciens. Alors, il n'y a pas de copier-coller, on est bien d'accord, mais de tout temps, les sociétés, elles ont dû faire face, Frédéric en a parlé avec la guerre des Gaules, à des épisodes ponctuels, des famines, des pandémies. Donc elles ont géré leurs vivants et leurs morts de telle ou telle façon. Et puis elles ont géré des choses plus durables et plus contraignantes comme les situations de handicap. Donc, on l'a dessiné à grands traits, mais vous voyez que c'est un domaine qui est extrêmement intéressant et qui nous renvoie à nos propres questionnements, à nos propres interrogations. Et pour terminer cette intervention, je voulais remercier chaleureusement Anne Lehorf, qui n'est pas que l'organisatrice de cette conférence, mais qui est la vice-présidente du CNRA, donc le Conseil national de la recherche archéologique, et qui a eu, avec beaucoup de pugnacité et de bienveillance, l'idée d'intégrer cette recherche qui était diffusée dans les différents grands axes de recherche archéologique actuels. Eh bien, grâce à elle, nous avons dorénavant un axe spécifique qui intègre ce dont nous venons de vous parler, qui intègre la petite enfance, le troisième âge, qui peut intégrer l'esclavage ultramarin, qui peut intégrer les jardins de simples des moines. Donc tout ce qui a trait à la santé regroupé dans un axe particulier et devra être un questionnement de tous nos collègues archéologues, quel que soit leur organisme de tutelle. Et c'est donc vraiment une grande réussite que l'on te doit, de pouvoir être à l'aise dans cette thématique qui est récente, il faut bien le reconnaître, mais qui, à l'évidence, nourrit de façon jubilatoire et extrêmement curieuse une archéologie qui n'est pas, comme l'avait dit Anne, qu'une archéologie du tesson, une archéologie du matériel. Alors on adore les typochronologies, on adore les tableurs Excel, on adore tout ça, mais l'humain, dans ce qu'il a de plus complexe, de plus variable, avec les sciences, comme vous l'avez vu, c'est vraiment le cœur de notre démarche, et j'espère qu'on vous aura donné l'envie de poursuivre et de vous intéresser encore plus à cette archéologie qui est notre quotidien, qui est notre vie à nous, puisque c'est un effet miroir avec nos façons de faire et nos façons de nous comporter les uns et les autres en société. Et je vous remercie beaucoup. Merci à Frédéric et merci Anne. Et puis,
permettre de reprendre un tout petit peu le micro sur un certain nombre de points avant de passer évidemment la parole à la salle. Merci pour ce renvoi sur la programmation nationale. Alors juste un petit mot parce que ça montre à quel point aussi, je pense que ça c'est important de le souligner, la recherche archéologique, comme la recherche en général et toutes les sciences, ne cesse de se renouveler et de s'écrire. C'est-à-dire qu'effectivement, tu soulignais que c'est un domaine récent et je pense que les chercheurs doivent construire au fur et à mesure. C'est-à-dire que cet axe-là, on n'aurait pas pu le mettre dans une programmation il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça l'est. Et donc, c'est important de l'intégrer. Et probablement que dans 10 ans ou dans 15 ans, peut-être que d'autres thématiques émergeront et on construira ensemble, évidemment, une nouvelle programmation. Je pense que ça se fait dans le dialogue, et ça aussi c'est quelque chose, je crois, que vous avez bien souligné l'un et l'autre. C'est le fait que l'archéologie, c'est une science du dialogue, c'est une science de la collaboration. On travaille très peu tout seul. Ça nous arrive d'essayer de nous enfermer pour écrire, parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'enfermer pour écrire. Mais en dehors de ces moments assez particuliers, c'est vrai que c'est quand même... on est plus intelligent à plusieurs et avec des regards croisés et avec des expertises qui sont complémentaires les unes des autres. Et je crois que vous avez fait une belle démonstration. C'est également une science cumulative. Et ça, c'est important de le rappeler et de le souligner. Voilà, vous nous avez... je trouve, fait une présentation forte sur un sujet qui n'est pas neutre. Hein, c'est quand même, et vous l'avez rappelé l'un et l'autre, c'est nous quand même. C'est nous, ce sont les archives les plus intimes de l'humanité. C'est nous-mêmes. Donc c'est évidemment des archives comme les autres pour les scientifiques parce que ça apporte de la connaissance. Et en même temps, et de plus en plus, on les regarde de manière un peu particulière pour plein de raisons. Aussi pour des questions d'évolution finalement des pratiques funéraires ou de certaines questions religieuses ou de certaines questions liées à la colonisation, la décolonisation, les communautés autochtones. Voilà, ça renvoie à un positionnement des archéologues et des anthropologues qui nécessairement doit tenir compte de l'évolution des sociétés. Et ça, c'est important. On n'est pas dans une bulle, dans un coin et complètement déconnecté. C'est aussi tout le sens de ces conférences. Et sur ce sujet, c'est évidemment particulièrement fort. Voilà, je pense que c'est un sujet qui nous touche et qui est important. Je suis très heureuse qu'on ait eu cette présentation. Il y a des débats qui ont existé, il y a des débats évidemment qui vont continuer. Il y a des belles perspectives, je crois, pour le futur. Alors, c'est des perspectives qui évidemment, la science, l'archéologie ou cette thématique-là, les spécialistes ne vont pas nous dire et dire aux politiques comment ils doivent faire demain, mais par la connaissance et par la réflexion que cette connaissance apporte, si ça les invite eux-mêmes à réfléchir à ce qu'ils font et aux décisions qu'ils prennent, ce sera déjà pas mal. Voilà. Je vous laisse la parole à votre tour. Merci encore. Je suis sûre que vous avez plein de questions à poser sur des réactions à avoir sur ces questions autour. Ne soyez pas timide, on est entre nous. Oui, je vois là-bas. Je pense qu'il faudrait... Pardon, dans le micro, c'est mieux, si ça ne vous embête pas. Vous avez dit tout à l'heure que sur la syphilis, il n'y avait pas de traces en Europe avant une certaine époque, mais est-ce qu'on en a trouvé ailleurs ? Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de traces. J'ai dit qu'on avait décidé qu'il n'y avait pas de traces. En fait, la syphilis est une infection bactérienne. Les généticiens sont passés par là. La bactérie existait dans d'autres en Europe déjà, sous des formes avec probablement une pathogénie un peu différente, et potentiellement elle aurait pu passer entre l'Europe et l'Amérique, transformer sa pathogénie et revenir plus pathogène.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'était pas forcément pathogène auparavant. Hein. C'est une bactérie qui est le tréponème. Et dans la grande famille des trépanomatoses, il y en a d'autres et qui ne sont pas les mêmes, qui n'ont pas cette évolution du chancre mou, du chancre syphilitique initial, après la phase roséole de rosacée secondaire, et puis les formes tertiaires. Mais il y a d'autres trépanomatoses qui donnent aussi des atteintes dans d'autres régions du monde, principalement en Afrique et puis aussi au niveau du Pacifique. Mais la maladie syphilis, telle qu'on la connaît, est vraiment une maladie européenne qui arrive au XVe siècle, qui se diffuse et qui va continuer jusque dans les années 45-50, au moment où les antibiotiques vont commencer à être diffusés largement. Je réponds à votre question ? Une autre question, ne soyez pas timide, une réaction. Si vous êtes venu, c'est que le sujet vous intriguait, vous interrogeait. Oui, merci pour la conférence, c'était super. Je pense qu'on voudrait vous écouter encore pendant de nombreuses heures, mais ce n'est pas possible. Vous l'avez énoncé au début en parlant de l'aidant dans les sociétés anciennes. Est-ce que ça existe une archéologie de l'aidant, ou est-ce qu'il y a des historiens ou sociologues qui ont travaillé sur le sujet ? Alors non, il n'y a pas une archéologie dédiée aux aidants et aux invisibles, mais en revanche, quand on travaille sur les situations de handicap dans les sociétés du passé, forcément, on reconsidère la communauté d'accueil de la personne qui est vulnérable et forcément dépendante. Et à l'évidence, on recrée, au-delà des sachants, le guerrier, le chaman, ce que vous voulez, le Ambroise Paré ultérieurement, le spécialiste de la pharmacopée. On a tous ces spécialités. Et puis après, on va parler de façon très simple. Il faut bien quelqu'un pour faire des tisanes quand on est convalescent. Il faut bien quelqu'un pour épauler au quotidien une personne qui a une boiterie sévère, ou quelqu'un qui est amputé des 2 mains, comme on a des exemples à l'époque mérovingienne. Donc, par le petit biais de côté, par le pas de côté, on fait ressurgir des invisibles de l'histoire. Il n'y a pas une archéologie de ces invisibles, mais ils existent, on les fait ressurgir grâce à cette archéologie spécialisée. De la même manière, en revanche, en iconographie, je pense notamment à tout un tas d'enluminures. Quand on regarde sur les sites toutes les enluminures, on s'aperçoit qu'il y a des chiens guides, on s'aperçoit qu'il y a le langage des sourds, etc. Et on voit toujours des femmes, souvent, qui sont autour des personnes défaillantes et dépendantes, et qui sont probablement destinées à l'accompagnement et à ce qu'on appelle les aidants aujourd'hui. Oui, au premier rang, pardon. Merci. Madame. Je voulais poser une question. On vient de dire qu'il n'est pas possible d'avoir des... non, qu'il n'est pas possible, qu'on n'a pas des éléments sur l'expansion de la syphilis. Mais je me demande une chose. Dans toutes les sociétés où on pratique l'incinération des cadavres, on ne peut pas vraiment dire grand-chose sur l'époque et faire les parallèles. C'est où il y a des moyens de le faire sur les cendres. Non, effectivement, c'est la limite. Hein. Il nous faut, et c'est ce que j'ai dit, un corps squelettisé. Si on n'a pas de corps, il n'y a pas de paléopathologie ostéo-archéologique. Des travaux sont faits sur les restes de crémation, mais pas de la pathologie, parce que les lésions sont quand même de taille minimum pour pouvoir faire le diagnostic. Donc voilà. Il se trouve qu'en Europe, si on a pratiqué la crémation, ça n'a jamais été la seule méthode. C'est-à-dire que même s'il y avait dans les sociétés comme la société gauloise où il y avait de la crémation, il y avait aussi la société romaine, il y avait quand même un nombre d'individus non négligeables qui choisissaient d'être enterrés. Donc en fait, on arrive toujours à avoir accès à une petite part de la population. On espère tous que ce ne sont pas les malades qui ont décidé d'être brûlés. Bon, ça serait quand même pas de chance. Hein.
Ouais, en même temps, ça fait partie, j'allais dire, du jeu de l'archéologie. C'est pas un jeu, mais d'une réalité de l'archéologie. On est obligé de composer avec les lacunes. Voilà, c'est le principe des historiens. Ils font avec ce qu'ils ont. C'est là-dessus qu'ils posent leur travail. Et puis, ils savent, effectivement, ça fait partie, voilà, qu'il manque des choses. Mais si on commence par réfléchir à uniquement se disant, il manque des choses, on ne va rien faire, on fait effectivement rien. Et on a Alors, juste une précision, on ne trouve jamais des cendres. Les populations, notamment à l'âge du bronze, un peu à l'âge du fer, à l'époque romaine, qui incinèrent, qui pratiquent la crémation, des techniques extrêmement abouties, mais le résultat de cette cérémonie, ce sont des fragments d'os. Aujourd'hui, dans les crématoriums contemporains, on pile les os avant de les restituer aux familles. Ce serait un petit peu indélicat de jeter dans le jardin des souvenirs ou voilà, des fragments un petit peu identifiables. Ça heurterait à l'évidence les proches. Donc, dans les urnes de l'âge du bronze ou sur les bûchers gallo-romains, on va retrouver des fragments en fonction des techniques de crémation des corps. Donc ça, on peut travailler sur les techniques, je vous passe les détails, mais évidemment, on ne retrouve pas des pathologies, mais on peut avoir quelques précisions sur les individus. Alors, c'est extrêmement lacunaire, et on peut travailler, ce qui est aussi intéressant, sur les modalités de ramassage, d'ensevelissement, qui nous donnent une idée approximative et extrêmement lacunaire des pratiques funéraires et cultuelles et donc culturelles. Mais en tout cas, ce ne sont pas des cendres. On peut faire un travail à minima. Derrière. Non, plus haut. Pardon. Excusez-moi, en fait, une petite question. Est-ce que les éléments archéologiques ou la matière dont vous analysez, en fait, est-ce qu'elle pourrait nous contaminer de notre ère Est-ce qu'elle risque de nous contaminer Est-ce qu'on peut attraper la peste? Oui, c'est ça. Ou la variole? Moi, je ne sais pas. A priori, non. Non, il reste, c'est d'ailleurs un problème chez les généticiens qui n'arrêtent pas de s'en plaindre, il reste souvent pas assez de matériel type moléculaire. La Terre est un bon désinfectant, 2000 ans après, il reste vraiment rien. Le risque au pire, c'est... même poussiéreux. Même poussiéreux, il n'y a pas de pathologie que l'individu aurait pu avoir de son vivant qui remontera ultérieurement. Dans le micro, pardon. Excusez-moi, il faut que ce soit dans le micro. Je vous embête, mais... C'est vrai qu'on a beaucoup fantasmé sur la grippe espagnole, des corps déterrés qui tout d'un coup réveillaient des vagues épidémiques épouvantables. Et donc, la raison de poser la question, c'est pas du tout parce que là vous parlez des corps anciens, mais il y a des corps beaucoup plus récents, ceux de la grippe espagnole et tout ça. Moi, je vais vous parler en tant que médecin. Quand on crachouille sur une table d'examen, on sait que 3 à 4 heures après, il n'y a plus rien. Donc, pas du tout. C'est un peu après, voilà, il n'y a pas de pathologies qu'aurait l'individu qui peuvent être transmis. Il faut vraiment travailler sur du corps frais. Vous allez être un médecin légiste et vous allez faire l'autopsie de quelqu'un qui a une tuberculose. Là, pour le coup, vous avez un risque. C'est la mauvaise pioche quand vous découvrez qu'il y a une tuberculose. Mais à partir du moment où on passe dans le laboratoire d'à côté de l'anthropologie sur les os, vous n'avez plus aucun risque. Et sur une momie, alors? Non, parce que du coup, je vais plus loin, pardon. Je pose dans le micro la question de la momie, parce que c'était quand même le rêve absolu, la momie. J'ai bien compris. On a construit pardon, vous avez vu la photo de Ötzi. Tout le monde, visiblement, rêve de trouver un autre Ötzi. Peut-être dans des meilleures conditions, en le fouillant de manière un peu plus correcte. Pas à la tronçonneuse, quoi. Ce serait bien, ce serait mieux. Non, alors, il y a 2 types de momies. Il y a celles qui ont subi une préparation, donc c'est principalement les Égyptiens. Et là, pour le coup, une fois que vous avez été trempé dans du sel pendant plusieurs semaines, il ne reste plus rien. Et puis, après, il y a les autres qui sont naturels. Et c'est pareil, on est, pour avoir quand même
eu le droit de regarder de près du matériel momifié, c'est du cuir. Hein. C'est comme votre sac à main. Hein. On va regarder nos sacs à main de manière un peu différente à partir de désormais. Et les virus gelés en Sibérie, c'est un mythe? On sait pas. C'est la première fois qu'on décongèle la Sibérie. Bon, voilà, ça va être la surprise. Mais bon. Si on parle toujours du. Ah oui, c'est pour ça que j'enchaîne les momies, gelés, etc. Les sols gelés, bah parce oui, que Ötzi, c'est quand même un glacier, mais c'est en raison du réchauffement climatique que ce glacier n'est plus un glacier et que la momie sort. Donc aussi dit, si Ötzi est sorti en 1991, ça nous promet quand même de belles momies dans les années à venir, dans des glaciers. Les égarés des glaciers. Voilà, et des mammouths en Sibérie et d'autres choses. Donc on peut continuer effectivement peut-être à s'interroger, à faire des thrillers et des scénarios. Voire à fantasmer, quoi. Oui, là-bas. Bonjour, moi j'avais une question par rapport au bloc opératoire. Je trouve ça assez impressionnant et par un peu de mépris chronologique, je ne m'étais pas du tout douté qu'il pouvait y avoir des organisations complexes pour résoudre des problèmes que j'ai l'impression que c'est complexe pour eux de traiter, notamment une jambe cassée et de pouvoir le réparer du vivant sans entraîner la mort ou quelque chose. Donc je voulais plus d'informations sur est-ce qu'il y avait des formations pour cela, comment c'était organisé sur le moment, et est-ce que c'était seulement pour des privilégiés ou je ne sais quoi. La question est très vaste parce que vous vous rendez bien compte qu'on travaille sur des époques et des régions différentes. Oui, il y avait des médecins, oui, il y avait du savoir médical, on en a des traces écrites, hein, rien que Galien, Hippocrate, avec des centres qui accueillaient. Je vous parlais de l'hospice d'Argentan, hein, c'était une zone d'accueil de malades parce qu'il y avait historiquement dans cette partie de la ville une croix, un calvaire, un hôtel, un saint guérisseur. Donc on s'est dit, quitte à construire un hôpital, vaut mieux être à côté du saint guérisseur. Et puis on fait une chapelle, et puis les gens qui décèdent ont envie d'être enterrés dans la chapelle. Donc il y a des gens qui viennent de l'hospice, et puis il y a des gens qui viennent de la ville d'Argentan, parce que paye pour être dans la chapelle. Donc on réunit autour du soin de la maladie on agrège un certain nombre de personnes qui viennent d'évolutions différentes. Alors je vais essayer de ne pas m'éloigner trop de votre question, mais on a une grande variabilité. Il est assez clair que la volonté de soigner a toujours existé dans les sociétés. À chaque fois, il y avait un individu qui avait le rôle de soigner. Ce soin s'intégrait dans une démarche qui ne heurtait peu ou pas la société, ce qu'on en parlait tout à l'heure. Le soignant devait aller dans le sens de l'organisation, donc dans le sens de l'organisation religieuse de la société, voire économique aujourd'hui, etc. Si vous décidez de dépenser trop, on vous rappellera vite à l'ordre et vous n'aurez plus le droit de faire. Il est difficile de faire une histoire des organisations de la médecine de manière comme ça, diachronique, en quelques minutes. On sait que ça existe, on sait qu'il y avait des soignants, ça a toujours été présent. Et donc ensuite, nous, l'œil qu'on a aujourd'hui, c'est un œil de moderne. On regarde ce qu'on considère être une réussite à nos yeux. Donc le fémur, c'est un collègue paléopathologiste qui était chirurgien. Quand il a vu ça, très excité. Il avait trouvé quelque chose d'extraordinaire. Potentiellement, à cette époque-là, on ne sait pas quelle était la motivation du médecin, on ne sait pas quelle était l'attente de ce médecin et s'il avait été content de lui. Voilà. Donc, on a un regard qui est un regard un petit peu biaisé. Je m'intéresse pour ça un petit peu moins aux soins à cause de ça, mais en plus c'est large, on ne peut pas s'intéresser à tout. Voilà. Une autre intervention? Vous êtes éclairé? Ah.
Je voulais savoir... C'est bon. C'est bon, c'est bon. Okay. Je voulais savoir, comme vous avez parlé en début de conférence sur les renseignements qu'on peut trouver sur l'alimentation, s'il était possible, dans le cadre de l'archéologie des soins, de reconstituer potentiellement des traitements médicamenteux ou des onguents à partir des os, ou si c'est des traces qui ont déjà disparu en fait au moment des études. Alors archéologiquement, on peut travailler sur le contenu des céramiques, et notamment les céramiques funéraires, et on a notamment des collègues dans le centre de la France qui sont spécialisés de ces analyses-là et qui restituent des recettes bien spécifiques qu'elles mettent en particulier en parallèle avec Hippocrate ou autres. Effectivement, il y a cette possibilité-là. Par exemple, tous les spécialistes des pollens, les spécialistes des graines peuvent nous épauler et nous aider à restituer des techniques, par exemple d'embaumement ou de dessiccation, des choses comme ça, avec l'armoise, etc. Puis sinon, on a beaucoup de textes. Alors, dans les tombes gelées, en Sibérie, on va retrouver, dans les kourganes, on va retrouver de l'opium, on va retrouver des champignons hallucinogènes, on va retrouver plein de choses. Mais c'est effectivement dans le contenu des céramiques, d'où l'utilité de ne pas vider les céramiques quand on les fouille, on les amène au laboratoire et qu'on peut retrouver dans des contextes particuliers des recettes et des onguents. Oui, ça c'est une archéologie qui existe et qui est plus en lien avec la céramologie. Et bien évidemment, elle est intégrée à notre grande famille des archéologues du soin et de la santé. Une autre question? Emmanuela. Merci beaucoup déjà pour cette très riche, cet exposé très riche. Moi, je me posais des questions parce que c'est pas vraiment mon domaine par rapport aux outils technologiques, techniques que vous mobilisez dans vos recherches. Et par exemple, s'il y a eu ces dernières années des évolutions au niveau technologique qui représentent pour vous une sorte de révolution quand même, voilà, qui ont changé un impact sur votre méthodologie. Voilà, c'est une question plutôt d'ordre méthodologique. Je me demande par exemple s'il y a des outils qui peuvent être transportables ou pas. Il faut forcément aller dans un laboratoire. Voilà, c'est ça un peu mes questions. Alors, en archéologie stricto sensu, un grand progrès a été fait grâce à la géolocalisation des siges qui nous permettent des recherches, des questionnements incroyables, puisque ce sont des techniques bien particulières d'enregistrement sur le terrain, d'enregistrement des structures et des objets. Maintenant, on peut cliquer savoir tous les silex. Voilà. Et quelque chose en funéraire qui est important, c'est la photogrammétrie, c'est-à-dire l'enregistrement en 3 dimensions, avec des photographes spécialisés, etc., qui nous permettent d'avoir un enregistrement et des archives de la structure telle qu'elle est, de pouvoir regarder des ossements dans tous les sens, etc. Donc là, pour le coup, en termes d'aide et d'enregistrement des données, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec du papier millimétré et du lettre A7 et on finit là avec la photographie. Donc ça va très très vite. Là, c'est l'aspect matériel des choses. Toutes les technologies de pointe auxquelles on fait appel. Le carbone 14, il y a 20 ans, était quelque chose d'encore un peu onéreux avec des fourchettes qui étaient un peu hésitantes. Maintenant, on a quelque chose qui s'est complètement démocratisé, qui n'est plus cher du tout, qui participe du quotidien d'un archéologue, alors qu'avant, il fallait vraiment documenter et avoir un questionnement qui ne pouvait pas être résolu autrement que par un carbone 14. Maintenant, c'est devenu un outil assez régulier de notre travail, avec un affinement des datations qui est assez incroyable. Alors, pour compléter sur l'os, la formation du paléopathologiste qui est ancienne, c'est une formation de reconnaissance à l'œil. Il y a eu une époque, on voit quelques publications où le paléopathologiste prenait l'os et le sciait en deux pour voir ce qui se passait à l'intérieur. Aujourd'hui, ça c'est moins bien pris. On hésite. Et donc, de ce fait, la radiologie médicale a commencé à apparaître et à se diffuser, et avec la radiologie, le scanner, tomodensitométrie. J'aime beaucoup les scanners et les radios. D'abord parce que j'y ai accès assez facilement en tant que médecin qui travaille encore à l'hôpital, donc voilà.
Le problème qu'il y a, c'est que par rapport à l'être humain vivant, quand on fait une radio, on sait quel critère rechercher qui va nous donner l'indication de la pathologie. Donc on a un corpus clinique. Là, le corpus clinique est à créer, est à inventer. Et on se pose des questions très complexes. Par exemple, le médecin actuel ne s'est jamais posé la question comment une fracture du crâne, ça cicatrise. Une fracture du crâne, chez le vivant, ça cicatrise. Point. Voilà. On fait même plus de radio. Moi, quand j'ai commencé dans les années 90, quand les enfants tombaient sur la tête, on faisait une radio, on disait aux parents, il a une fracture du crâne, c'est pas grave, il rentre chez lui. On faisait jamais de contrôle. Après, on nous a dit, ça coûte trop cher, vous en faites plus. Voilà. Aujourd'hui se pose la question en anthropologie, est-ce que ces individus ont des fractures du crâne, qui ont cicatrisé, et donc comment pouvoir les reconnaître? On s'est posé la question avec le crâne de Lavaux, on a fait des scanners, j'ai vu des anomalies. Est-ce que ces anomalies, ce sont des anomalies physiologiques, et donc pas des anomalies, une particularité, ou est-ce que on est dans une phase de cicatrisation? On n'a rien. Donc en fait, on a des travaux à faire qui vont venir enrichir nos capacités. C'est-à-dire que le fait de découvrir une nouvelle machine, derrière, il va falloir réinventer. Et c'était assez amusant parce que pour expliquer ça, il a fallu que je refasse un peu de bibliographie. J'ai retrouvé les premiers scanners sur des crânes humains vivants des années 70, fin des années 70. Et en fait, les radiologues qui récupéraient, ils ne savaient pas interpréter les scanners, donc ils voyaient bien qu'on voyait le cerveau à l'intérieur, une coupe, mais il a fallu un petit peu comprendre comment ça fonctionnait et décrire peut-être. Et là, on est dans cette phase-là. Enfin, je pense qu'on est dans cette phase-là. On fait de plus en plus d'examens. Comme je suis bien placé pour le savoir parce qu'ils savent que je peux en faire. Donc, je reçois les mails et je sais qu'il y a une vraie demande. Il y a même des sociétés privées qui se sont créées, qui se proposent d'en faire. En fait, maintenant, je leur dis, faire un examen, c'est pas difficile. Le plus dur, ça va être de l'interpréter. Et comme on parle d'archéologie dans la cité, pour terminer, je veux dire que c'est extrêmement émouvant, voire même déroutant, même si toi tu es habitué, d'amener son squelette, passer un examen, de l'amener, de le confier à des infirmières, de le confier à un spécialiste en blouse blanche et qui passe à la... Voilà, il y a vraiment un échange de compétences, un intérêt du paléopathologue, mais de toute l'équipe médicale. C'était extrêmement touchant de voir l'intérêt qu'il y a pour quelqu'un qui est mort 470 ans avant notre ère. Et donc, on est vraiment dans la cité avec des gens qui attendent dans la salle d'attente, intervenir entre deux patients bien particuliers. Donc vraiment là, on est inscrit dans le quotidien de la cité et là, il y a une espèce de faille spatio-temporelle qui est comblée. Merci Valérie, je crois que c'est un joli mot pour la fin. Merci à tous. Je vous donne juste rendez-vous pour celles et ceux qui seraient intéressés pour la prochaine conférence de l'archéologie dans la cité, puisque nous en faisons 3 par année académique. La prochaine aura lieu au Musée de l'Homme le 11 mars prochain et c'est sur les femmes et l'archéologie. Voilà, rendez-vous à tout le monde. Il y a des choses aussi à dire.